Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Van Roy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, nous parlons de la place des scripts et des protocoles dans notre pratique d'accompagnement par l'hypnose. Ce sujet, il est extrêmement important parce que, en fait, il est extrêmement important pour les praticiens qui utilisent l'hypnose. Alors, sans doute, pour d'autres praticiens, je pense à la PNL, par exemple, on utilise énormément de protocoles. Mais c'est vrai que ça, c'est une préoccupation très, très importante. J'en ai parlé dans l'article que j'avais publié sur Facebook. On me demande beaucoup, beaucoup de protocoles. Enfin, c'est vraiment une inquiétude, une préoccupation, une question. On a envie d'avoir plein de protocoles. Voilà. Je suis aussi passée par là. Donc, je vois bien ce que c'est. Quand on a ce sentiment qu'on manque de matière, qu'on a besoin d'idées et de marche à suivre, en fait, quelque part, pour mener une séance. Donc, réflexe, paf, on va chercher des protocoles. Alors, il y a des livres qui existent. Je ferai un post plus tard pour donner des références de quelques ouvrages par rapport à ce que vous pourriez conseiller. Peut-être pas aujourd'hui, mais on a de quoi faire quand même dans notre domaine. On peut s'en procurer. Alors, vous, déjà, parmi les personnes qui sont présentes, est-ce que certains utilisent des scripts? Donc, les scripts, la différence que je fais entre script et protocole, enfin, je dis vieux parce que peut-être que finalement d'autres font d'autres différences, mais c'est que le script, c'est entièrement rédigé, alors que le protocole est plutôt décrit par étapes dans, dans les différentes étapes successives de ce que vous proposez de faire. Donc, script, c'est tout écrit. Parfois, il y a des petits points de suspension pour changer des petites choses, pour s'adapter au consultant. Et le protocole, c'est quelque chose qui est rédigé par étapes et vous faites les phrases en direct au moment de la séance pour la personne qui est là. Donc, déjà, première question, est-ce que parmi les participants qui sont là, certains utilisent des scripts? Est-ce que vous pouvez dire ça? Je pense que pour les stagiaires qui travaillent avec moi, c'est non. Enfin, je veux pas. Non, pas de script. Grâce à la formation, aucun script. Intuition. Ok. Merci Séverine. Donc, je pense que pour Jean-Pierre et Marion, c'est pareil. Vous n'utilisez pas de script. C'est Non, ça. effectivement, non. Moi, oui, parce que j'ai pas encore fait la formation. Ok. Donc, toi, tu utilises des scripts. C'est-à-dire que tu lis. Mais ce sont des scripts que tu prépares toi-même, je crois, Isabelle. Oui. D'accord, très Et bien. entre autres parce que ben, pour être. J'aurais peur de si je le fais pas par écrit, j'arrive pas à cacher les mots ou enfin je fasse des trucs trop directs et du coup ça marche pas quoi. En fait, tu parles de l'induction et de l'utilisation de suggestions indirectes par les outils du Oui, tout langage ça. inclusif. Ouais. Eh oui. Alors, effectivement, si on utilise les outils du langage ericksonien, certains peuvent être utilisés en improvisation. À force, on a l'habitude de le faire, comme la commande enrobée, par exemple. Et tu peux lâcher prise. Vous voyez, quelque chose comme ça, avec le ton de la voix, voilà. On peut finir par le faire sans l'avoir préparé. Mais c'est vrai que si on utilise du langage de confusion, par exemple, ça peut ne pas être simple du tout à improviser. Alors, ce que je propose dans Intuition, justement, c'est que si on utilise des outils du langage ericksonien, on en rédige quelques-uns ou beaucoup, enfin, chacun fait comme il veut. Nous, dans le groupe de stagiaires, ce qu'on fait, c'est qu'on a une banque, on met en place une banque d'outils qu'on échange, mais en fait, on rédige juste les outils. Tu vois, Isabelle? C'est-à-dire que le reste, tu peux le faire en improvisation.
Et pour ce que tu as besoin de préparer et donc d'avoir appris par cœur, en fait, quelque part, hein, effectivement, certains outils du langage ericksonien, on les apprend par cœur pour les redonner parce que improviser comme ça, comme je disais, pour certains, c'est extrêmement difficile. Donc, en fait, c'est normal que tu aies peur, entre guillemets, de ne pas pouvoir les improviser parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc, dans ce cas-là, on peut couper la poire en deux, on va dire, et apprendre par cœur ce qui est trop difficile à improviser et intégrer ces petits morceaux appris dans une induction plus improvisée. Voilà. Sylvie. Alors, j'écrivais tout moi avant et nous avons une réunion, enfin une formation là comme ça au mois de mai. Tu m'avais dit avec Jean-Pierre de me faire confiance, d'arrêter de tout écrire de A à Z, de lâcher. Donc je l'ai fait. Je me sers des outils pour justement les phrases cachées, les choses comme ça. Donc je rédige juste quelques phrases et après je fais tout en live et puis je passe mes outils comme ça au fur et à mesure. Enfin, ça, je fais ça depuis le mois de mai. Génial. Ça veut dire que tu t'es vraiment lancée dans cette manière de pratiquer. Ouais, je pense que la dernière formation qu'on avait eue ensemble, quelque part, ça m'a, comment dire, j'avais très très peur en me disant si j'oublie quelque chose, ça va pas marcher. Voilà, c'est ça. Et puis, tous les deux, vous m'avez quand même assez convaincue et je l'ai fait tout de suite à la séance suivante, en fait. J'ai gardé mes outils, je me suis mis des points de repère, j'avais quelques phrases que j'avais écrites et tout le reste, je l'ai fait voilà, sans filet. Et j'étais super contente, ouais, super Ah, contente. voilà. Très, très bon résultat et après c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, c'était presque une charge, presque des poids en me disant: «Mais si je l'oublie?» parce que c'est ça, en fait, je travaille, à mon domicile, mais je loue aussi une salle, quand, voilà, j'ai des clients sur une autre ville et je me dis: «Mais si je pars et que j'oublie quelque chose?» Voilà, c'était vraiment ma crainte. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait venir à moi en me disant: «Est-ce que vous pouvez en faire une tout de suite?» Oui, et voilà, je serais capable de faire une séance aujourd'hui et Génial. franchement, c'est un fardeau qui s'est envolé. Alors, un grand merci à vous 2. Merci à toi pour ton partage parce qu'effectivement, moi, j'ai lâché ces séances que je rédigeais entièrement au moment où c'était devenu pour moi, comme tu le dis, Sylvie, un fardeau et une Ouais. charge. Pour chaque séance où quelqu'un venait, le double de préparation, c'était d'une lourdeur. Et puis, Mmh mh. clairement, quand on lit, on l'a dit déjà plusieurs fois, donc bon, ceux qui écoutent les réunions régulièrement doivent dire qu'on se répète, mais ben, c'est moins naturel, c'est moins adapté, donc voilà. Et quand on commence à goûter à ça, je connais personne qui est revenu en arrière. Tous ceux qui se sont mis à pratiquer comme ça vont de plus en plus vers cette pratique sans revenir à celle d'avant, clairement. Ouais, super. Et quand tu dis: «Si j'oublie quelque chose», moi, j'oublie souvent des choses. Il y Ça a m'arrive plein de aussi. séances où je me dis: «Ah bah oui» ou «Ça vient après» ou mais c'est normal, en fait, c'est pas grave. C'est se dire que oui, qu'on peut pas tout dire, qu'on peut pas tout faire, que si c'est vraiment hyper important, bah, ça reviendra à un autre moment de la séance ou alors à celle d'après et que ce qu'on a utilisé à ce moment-là, bah, c'était ce dont on avait besoin. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, se délester de la pression qu'on peut se mettre avec Ouais. ce genre de phrase: «Ah, si j'oublie quelque chose», ça nous fait du bien. Tout à fait. Donc toi, ça y est, c'est fini. Très, Oui, très c'est fini, ouais. nickel. Et C'est plus toi, naturel, en fait, effectivement. oui, bah ouais. Ouais. Et toi, Isabelle da Silva, bienvenue à toi. Tu nous as trouvé. Donc, alors, on va, Le son. pardon, je pense que je t'ai. Est-ce que tu peux nous mettre ton micro parce que j'ai dû appuyer en même temps. On ne t'entend pas. Vous Ça y est. m'entendez? Oui. Ah, voilà. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne Zoom et c'est la deuxième fois seulement que j'ai une formation par Zoom, alors je suis pas bien habituée.
Alors ne t'inquiète pas parce qu'en plus aujourd'hui, très clairement, nous avons eu un gros problème technique. C'est un miracle que tu sois arrivé jusqu'à nous. Donc pour quelqu'un qui ne sait pas faire, bravo, parce qu'on en a perdu Merci. plein en route, tu vois? Ouais. Ne t'inquiète pas. Du coup, moi, non, j'utilise pas, des scripts ou quoi que ce soit. J'ai été formée, en fait, en 2019 et à l'hypnose ericksonienne, à l'université de Strasbourg et en fait, on nous apprend pas à faire, des scripts et tout ça. Mais je pense que ça peut rassurer dans un premier temps quand on n'a pas l'habitude, de se dire, «Comme ça, j'oublie rien» et en fait, malgré tout, je pense qu'on oublie toujours quelques petites choses et on revient après, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que du coup, moi, je m'adapte un peu à la personne, à ce qu'elle m'a dit, à son parcours de vie, à ses loisirs. Enfin, j'utilise tout ce que je peux avoir comme renseignement pour faire ma séance, en fait. Mmh. OK, super. Je me Heu, sens bien, du coup. c'est vrai qu'au début, on peut se dire que ça nous rassure, que voilà, mais le souci, c'est que quand on prend l'habitude de tout préparer et de tout écrire, et Ouais, ben, c'est très dur de s'en débarrasser de manière naturelle, en fait. Parce que l'écriture, heu, ça donne des résultats très différents. J'ai des mmh, inductions dans des bouquins qui sont absolument magnifiques, qui sont poétiques, qui sont enfin voilà, on se dit: mmh, «Waouh!» Mais c'est ouais, écrit, c'est travaillé avant. Donc ouais, forcément que nous, si on improvise, alors il y a des gens qui vont faire ça très, très bien, mais ça va pas être la même chose évidemment. non. Donc après, ben, ça dépend, fondamentalement de comment on veut travailler. Mmh Il y mh. a des personnes qui diront: «Ben, moi j'aime bien, il y a des stagiaires qui m'ont déjà dit ça. Moi j'aime, quand aller chercher vraiment des mots, très évocateurs, aller, varier mon lexique le plus possible, faire des images poétiques». Enfin, bah, ça se travaille effectivement. Ouais, ouais. Et après, il y a un principe de réalité aussi, c'est que quand on a un cabinet et qu'on va multiplier les rendez-vous, ben, tout ce travail, il va être très Mmh, long, très énergivore, très chronophage mmh, et puis, aussi, en termes d'efficacité, quand on commence à se rendre compte qu'on n'a pas besoin forcément de faire, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais que ce n'est pas une condition indispensable à l'efficacité de l'accompagnement, bah, on peut aussi du coup plus facilement se détacher de ça, quoi. Petite recherche, du mot juste. Que si on trouve pas le mot là, vraiment, c'est raté, quoi. Ça, on va complètement passer à côté, c'est un peu ça. OK. Hem, ensuite, il y a aussi des scripts et des protocoles. Là, on a pas mal parlé d'induction, mais sur les séances dans leur, entièreté. C'est-à-dire, bah, tiens là, j'ai quelqu'un, qui, fait de l'insomnie, j'ai quelqu'un qui a des douleurs, qu'est-ce que je peux utiliser comme protocole? Ça, on me demande souvent ça. Hem, quand en suivi de pratique, parce que je fais des suivis de pratique en individuel aussi pour, des praticiens, qui font on fait des études de leur cas, en fait. Hem, souvent c'est: «Bah, voilà, oui, j'ai quelqu'un qui fait de l'insomnie, bah, je sais pas quoi faire, je sais pas comment». OK, et à partir de là, on repart, je mes premières questions, c'est: «Quel est l'objectif de la personne?» Cette séance-là, vous travaillez sur l'insomnie, mais cette séance en particulier, quel a été l'objectif qui a été posé? Et bah, qu'est-ce que tu as, relevé pendant l'entretien de départ? Parce qu'en fait, si on n'a pas les points clés de l'entretien de départ, on ne peut pas conseiller sur un protocole. Je dirais à Cathy, peut-être, si elle veut de venir écouter cette réunion, parce que Cathy avait posé une question sur la douleur, sur le groupe, en disant qu'il y avait une personne qui venait, elle, pour cette raison-là, et qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Donc, on a été quelques-uns à lui donner des idées, mais évidemment, c'est balancé comme ça, et c'est absolument pas connecté aux besoins de la personne qui vient la voir. Donc, imaginons quelqu'un qui vient, qui a des migraines, donc qui a des maux de tête, réguliers, récurrents, qui a vu son médecin. Donc ça, très important pour la douleur, hein, toujours renvoyer, à un avis médical, hein, avant de faire quoi que ce soit. Mais le médecin ne voit rien, voilà, il y a rien. Il y a même eu scanner, je sais pas, pour vérifier. OK, très bien, il y a absolument rien.
Et donc, cette personne consulte pour peut-être aller creuser un petit peu de ce que veut dire cette douleur pour elle, pour mieux gérer aussi les moments où viennent ces migraines, parce que ça lui pose problème dans sa vie quotidienne, etc. Sur le groupe, il y avait eu des idées qui avaient été données, et notamment on avait parlé de protocoles sur la douleur qui permettent l'anesthésie, qui permettent d'enlever les signes, enfin le ressenti, pardon, douloureux. Le truc, c'est que si la personne vient, il n'y a pas de raison médicale, il y a un peu une volonté d'aller rechercher ce que ça peut vouloir dire. Si on lui propose un protocole où on l'invite à se débarrasser de sa douleur, on n'est pas trop dans la recherche de l'intention positive de cette douleur, de ce que veut pour elle cette douleur. Alors peut-être que là, on va plutôt lui proposer d'aller plonger dans la douleur, ceux de clarté, ça fera écho, et d'aller peut-être l'écouter, est-ce qu'il y a un message à entendre? Peut-être que le travail va montrer à cette personne que les seuls moments où elle s'autorise à ne plus rien faire, c'est quand justement les migraines sont tellement fortes qu'elle ne peut plus bouger de son lit, et que c'est peut-être le corps qui marque un temps d'arrêt. Enfin, vous voyez, peut-être qu'il y a tout ça derrière. Mais le souci, c'est que si ce qu'on a proposé dès le début, c'est de se débarrasser de cette douleur, on ne va pas du tout à l'écoute du message. Donc, vous voyez, un protocole, il ne vaut que dans son contexte. Cathy a ensuite précisé que la personne dont elle parlait a une maladie dégénérative avec des douleurs récurrentes. J'ai accompagné une jeune fille, une petite fille qui avait le même problème, suivie par plein de médecins, voilà. Là, c'est une maladie qui est chronique, dégénérative. On n'est peut-être pas à aller faire la recherche de messages. Voilà, moi, c'était une gamine qui avait 9-10 ans. Voilà, je ne me sentais pas du tout d'embarquer cet enfant sur ce genre de piste de travail. Vous voyez, on n'en était pas là. C'était ni sa demande à elle, ni celle des parents. On en était juste à... Elle ne peut pas prendre de médicaments du fait de sa maladie. Elle a des douleurs chroniques, musculaires notamment, qui sont du coup pénibles. Et c'est juste pour lui donner des petits protocoles pour soulager ses douleurs. Et bien là, on n'est pas allé faire de recherche de d'où ça pouvait venir, pas du tout. C'était pas la demande, c'était pas le besoin. Et pour moi, c'était pas juste d'aller évoquer ça comme ça avec une enfant de cet âge-là. Donc là, oui, on a pu prendre des protocoles avec je me débarrasse de ma douleur, j'en transforme les modalités, les couleurs, la forme, la texture, je l'éloigne. Enfin voilà, on a fait tout un tas de petits exercices comme ça. Donc en fait, le protocole, il ne va être utilisable que dans un certain contexte. Parfois, c'est juste, parfois, c'est pas juste. Donc, quand on dit « Ah, protocole insomnie », oui, mais qu'est-ce qui se joue vraiment? Qu'est-ce qu'on cherche à vraiment travailler avec la personne? Quel est son besoin? Et c'est ça qui va déterminer quel protocole on va utiliser, quel choix de protocole on va faire. Souvent, on cherche un protocole, mais parce qu'il nous manque le milieu et on a du mal à voir sur quoi on peut s'appuyer dans notre accompagnement, sur quoi on va partir, qu'est-ce qu'on va proposer. Ça fait un peu vide. On a vraiment cette question de oh, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on cherche des idées, alors on cherche des protocoles. Souvent ça va avec. Si vous restez concentré sur l'intention positive du problème que rencontre la personne, sur le besoin exprimé par la personne, le besoin dans l'absolu, mais le besoin pour cette séance aussi. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, de vraiment ne pas hésiter à verbaliser, faire verbaliser à la personne quel est votre besoin pour aujourd'hui, pour vous donner vos pistes de travail. Et une fois que vous avez ce besoin, que vous savez là où vous voulez arriver, en fait, vous allez trouver l'outil pour le faire. Pensons à du jardinage.
Donc, j'ai des outils pour faire mon potager. J'ai par exemple, parmi les outils que j'ai, une binette. Ah, c'est hyper important, on ne peut pas se passer d'une binette, il faut biner, quoi. Oui, il faut biner. Mais maintenant, si je me dis, pourquoi j'utilise la binette, en fait? C'est quoi la fonction? Bah, la fonction de biner les, les pieds, mes pieds de tomates ou de courgettes ou voilà, de légumes, c'est de venir aérer autour, d'amener de l'air. À partir du moment où je sais que ce que je cherche à faire, c'est amener de l'air, ben, moi, cet été, il m'est arrivé plein de fois de prendre un bout de bâton, un bout de bois là, que j'avais à portée de main et de biner avec un bout de bâton autour. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'est pas utiliser ma binette, c'est aérer mes pieds. Je reste accrochée enfin, je porte mon attention à la fonction, à le but qui est le mien. Où est-ce qu'on, enfin, et le nôtre, parce que c'est pas que le mien, c'est d'abord celui du consultant. Où est-ce qu'on veut en venir? Et une fois que j'ai ça en tête, bah, les outils, ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, une binette, une fourchette, un bout de bois, voilà, et vous allez voir, vous allez, les idées vont venir. Quand on, autre exemple, on a parlé, hein, les stagiaires clarté, des protocoles de double dissociation pour les traumas et les émotions difficiles. On peut travailler en dissociation et en double dissociation. Et on a parlé de protocole pour ça. Super. Quand même important de connaître ça, parce que c'est vrai que si une personne, pour une personne, c'est émotionnellement très, très dur, ça va vraiment être intéressant de lui proposer un travail en double dissociation. Et on est content de savoir ça. Mais ce n'est pas pour le protocole, en fait, en lui-même. C'est de se dire, en fait, quand quelque chose est trop difficile pour la personne, d'y être associée, ça peut être vraiment pénible et elle peut refuser, hein, entre guillemets, ne pas vouloir s'y coller. Donc, on va lui proposer de travailler ça avec un peu plus de distance pour qu'elle y aille de plus en plus, pas à pas, etc. C'est ça l'idée. Après, le protocole qu'on utilise de l'écran de cinéma, du super-héros qui va refaire l'histoire et tout, enfin, vous voyez, ce qui compte, c'est vraiment la fonction de ce protocole-là. À quoi il sert? Qu'est-ce qui nous permet d'éviter? Chaque fois qu'on se dit, je dis pas, alors attention, mon propos n'est pas de dire, surtout, on n'utilise pas de enfin, je veux dire, d'ailleurs, moi, dans mes formations, j'en donne des protocoles. Parce qu'en fait, par rapport aux axes qu'on se propose de travailler, etc., je finis par dire, bah voilà, comment on peut aller vers ça, paf, il y a quelques étapes pour mener des séances. Donc, je dis pas que c'est pas OK de le faire, que c'est pas OK d'avoir des livres avec des protocoles, etc. Je dis pas ça, je dis juste qu'on pense que c'est extrêmement important et que, en fait, pour moi, c'est pas ça qui est extrêmement important, c'est ce qu'il y a avant, c'est ce qu'il y a au-dessus, c'est ce qu'il y a derrière. Le protocole, c'est ce qui arrive en bout de chaîne, en bout de course. Ce qui est vraiment pour moi le cœur de cette idée qu'on ne sait pas quoi faire, c'est qu'on n'a pas clairement identifié d'axe d'intervention. Que dans notre tête, c'est pas très clair de ce vers quoi on peut aller. Comment on peut clarifier ça? Passer les entretiens. Donc, vous voyez, on revient à la base de la base. C'est toujours les entretiens. L'écoute active, tout ce qu'elle va nous permettre de récolter. Et ce sont ces entretiens qui vont faire qu'on va mettre en place, de séance en séance, ce sur quoi on va travailler ensuite. On part des entretiens pour construire nos séances. Et c'est ce qui permet, tu le disais Sylvie tout à l'heure, Isabelle, tu en parlais aussi, cette adaptation au moment M. La personne, elle arrive avec ça aujourd'hui, c'est ça qu'on va travailler ensemble. Parce que quand on est dans j'ai appris une intervention pour le tabac, il y a la séance 1, 2, 3, 4, ben j'ai fait séance 1, 2, 3, 4, vous voyez, alors que peut-être là, aujourd'hui, non, on va pas faire ça, on va partir sur autre chose, s'il y a un autre besoin qui s'est présenté et qui prend le dessus aujourd'hui. Si j'ai préparé ma séance
et que la personne, elle arrive et qu'elle me dépose, c'est pas du tout ce que j'ai préparé moi, ça va pas du tout dans le même sens. On n'est pas du tout dans l'adaptation et on se sent en général, pas très bien avec ça. On n'est pas à l'aise. Quand on sait qu'on fait quelque chose qui répond pas aux besoins en tant qu'accompagnant, ça se sent. L'accompagné le sent aussi. Et c'est pas bon ni pour nous, ni pour la personne accompagnée. Et ça, ce sont autant de raisons qui vont nous pousser petit à petit à arrêter ces préparations-là. Parce qu'on se dit, pour moi, c'est pas OK. Je veux pas me sentir bien. Et pour l'autre non plus. Donc, qu'est-ce qui me reste comme autre possibilité? Bah, c'est d'apprendre pas à pas à lâcher tout ça pour laisser mon intuition, ma sensibilité me guider et pouvoir aller à l'improvisation de plus en plus. Est-ce que ça résonne ce que je vous dis ou pas? Sylvie, ouais? Ok. Tout le monde, ça marche. C'est vraiment l'entretien et je vous assure, le suivi de pratique, c'est vraiment ça, quoi. À chaque fois, je suis là. Est-ce que tu peux me détailler ton entretien? Et on y va. Et ils prennent, donc les stagiaires, ils me redonnent leurs notes, ce qu'ils ont dit. Et puis parfois, je leur dis, bah, moi, ce que je t'invite à faire, là, c'est refaire une séance d'entretien. Parce que parfois, il leur manque des éléments qui font qu'ils ne savent pas suffisamment vers où aller. Et ben, on recommence un entretien, c'est pas un souci. Du coup, je me suis dit, là, j'ai une idée, je ne sais pas trop si ça peut intéresser certains stagiaires, mais moi, j'aimerais bien faire ça, soit avec 3 ou 4 stagiaires, ce qui ferait 3 ou 4 ateliers. Je voudrais bien qu'on fasse ce qu'on a fait dans Clarté, c'est-à-dire des séances complètes, c'est-à-dire en petits groupes. On travaille entre nous, c'est-à-dire on avance nos problématiques les uns les autres, quoi, voilà. Et on va jouer des rôles. Donc, il y en a un qui va être l'accompagnant, l'autre qui va être l'accompagné. Le stagiaire mène l'entretien et propose une séance derrière. Et le groupe prend note de comment ça s'est déroulé et ensuite on analyse tout ça ensemble. L'idée, et puis après on change de rôle, c'est-à-dire que chacun passe en accompagnant et chacun passe en accompagné. Vous voyez le truc, on travaille en direct. Pourquoi? Parce qu'on a les entretiens en direct, chose qu'on n'a pas en suivi de pratique. Ils sont rapportés, vous voyez ce que je veux dire? Là, on assiste vraiment à ce qui se passe en direct et on voit comment on peut faire. Donc, je me disais que j'aimerais bien mettre en place le suivi de pratique comme ça, avec du travail en direct, qui nous apprend à prendre confiance et à voir comment on fait cohérence entre cet entretien et la séance. Comment je vais de l'entretien au petit protocole. C'est quoi? Qu'est-ce qui m'a amené? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces étapes-là pour aller du début à cette fin. Alors, il pourrait y avoir, je ne sais pas comment l'appeler, mais parce que ce n'est pas du suivi pratique, là, c'est carrément de la pratique en direct entre nous. Il pourrait y avoir plusieurs manières de faire. On pourrait aussi proposer ce genre de suivi de pratique quand même pour ceux qui préparent encore, pour pas qu'ils soient, voilà, au début, s'ils ont pas appris à le faire, ça peut être compliqué. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen, en fait, pour intégrer comment on peut fonctionner en séance de cette manière. C'est vraiment de le faire, en fait. Est-ce que certains ont des questions, peut-être? Non, Alors, vas-y, vas-y. Tu parles ou... Je sais pas. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, Isabelle, on t'entend. Vas-y. Oui, parce que comme il y a la mer. Alors, moi, je suis toujours dans le fait de faire une formation. J'ai vu que tu as changé les dates. Voilà, donc je risque de commencer à travailler fin novembre, donc je vais être encore grillée. Et par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'il y aurait moyen de faire, je sais pas, des trucs ponctuels? Tu vois, par exemple, une séance, juste une séance sur, tu dis tout ce qui est préparation, par exemple. Comme ça, une date, juste une date, si ça suffit en une date, je sais pas.
Parce que ce que tu viens de proposer, là, moi, je trouve ça super, mais comme tu dis, moi, de faire une séance comme ça et de la faire en direct, je ne suis pas capable. Moi, ça met un temps fou à… Et oui, alors moi, ce que je pensais, alors déjà, moi, si j'ai des personnes qui veulent faire intuition avant la date limite que j'ai posée, avec grand plaisir, tu vois, pour démarrer. Voilà, il y a pas de souci. Après, ce que je propose, c'est 2 choses. Il y a le suivi de pratique. Là, vous êtes, j'en avais proposé en groupe aussi, mais pour l'instant, j'en ai fait qu'en individuel. Je fais des séances, enfin des séances. Oui, mais c'est pour des personnes souvent qui ont des consultants et qui me présentent leur cas, tu vois, et avec qui je travaille pour qu'ils puissent voir plus clair et préparer, enfin préparer. C'est pas qu'ils notent tout ce qu'ils vont faire, mais avoir des pistes pour mener l'accompagnement. Là, ce que je viens de décrire, ça serait du travail ensemble, en direct, en, enfin, en séance faite en direct entre nous. Et c'est vrai que du coup, il faudrait faire 2 formules. Une formule pour ceux qui sont capables de faire la séance comme ça. Ils font l'entretien, ils sont capables de faire la séance derrière, où ils ont envie de travailler comme ça. Et pour des personnes qui ne le font pas, ça serait, ben, on fait l'entretien ensemble, un temps de préparation, et on délivre la séance. Mm. Ça serait possible. Mais c'est vrai que si ton but, il est de lâcher tes préparations, ce mode de fonctionnement-là va pas t'apprendre vraiment, vraiment à le faire, quoi. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie de lâcher cette manière de fonctionner, ou comme toi, qui sont pressés, qui veulent des entraînements d'entretien, par exemple, je sais pas, tu vois, et penser que c'était possible. Bah, moi, je veux bien, ça m'intéresse, mais je me sens bloquée, justement. Je veux bien lâcher tout ça parce que je comprends que c'est lourd, c'est lourd pour moi. Je mets un temps fou à préparer. Résultat, quand je dois faire la séance, il s'est passé 3 semaines, donc je me souviens plus du truc début. Et encore quand je suis dispo, donc je veux bien lâcher tout ça, mais en fait, bon, j'arrive pas à commencer autrement parce que, bon, à cause de mon planning qui est compliqué. Tu n'arrives pas à lancer une autre manière de faire, c'est ça que tu veux dire par rapport à ton planning? Oui, parce que voilà, c'est ça, parce que je peux pas faire sans. Et puis par rapport à, bon, entre autres ta formation intuition, par exemple, avec mon planning, j'arrive pas. Et oui, par rapport au travail, Donc, pour les dates, là, ça eh serait. ouais. Bon, je Du coup, pour moi, réfléchis. ça va plus tes nouvelles dates. Non, non, mais je comprends. Après, tu vas pas t'adapter à moi, je veux dire. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de faire un truc, non, non, un truc intermédiaire pour, j'en sais rien, que je puisse débloquer pour avancer, mais un truc ponctuel ou, enfin, je sais pas comment dire. Si tu peux réfléchir à faire un truc comme ça. Oui, je note dans ma tête. Mm. Après, ce qu'il faut savoir, et les stagiaires qui sont présents vont te le dire, c'est que c'est pas parce que tu vas faire une fois que ça va être suffisant non plus. Enfin, vous voyez, on est d'accord que Oui. l'intuition, ils ont bossé, ils se sont entraînés entre eux, et ils ont eu des ateliers en direct où on rajoutait à chaque fois quelque chose, hein, 4 fois, 4 ateliers de 3h30, et puis après, ils ont une séance qu'ils doivent enregistrer et m'envoyer pour la validation, et entre-temps, ils s'entraînent. Tu vois, c'est répétition, répétition, répétition. Parce que après, Oui. je peux pas vous garantir un résultat avec peu d'entraînement. Tu vois, c'est pas. Moi, mon but, c'est que vous soyez quand même satisfait. Vous n'allez pas pouvoir être satisfait des résultats avec des micro-entraînements. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, ouais. Ça, je suis d'accord. Mais tu vois, s'il y a des blocages, après, bon, je peux peut-être oser faire des entraînements à l'extérieur. Alors là, bon, j'ai expliqué, j'ose pas parce que quand je sais qu'il y a une demande, je sais que je vais mettre pour préparer un truc. Du coup, j'ose pas parce qu'après, je me dis, bah, c'est trop tard, la demande maintenant qu'ils en ont les gens, quoi. Je comprends. Après, si tu attends d'être débloqué pour oser, parfois on peut attendre beaucoup. Mon conseil, ça serait plutôt C'est sûr. d'oser pour aller, Mm. malgré le sentiment que tu as d'être bloqué. Oser malgré ça. Alors, je dis pas de te lancer dans 150 séances que tu vas proposer à tout le monde, non.
Mais tu vois, de quand même le minimum que tu peux garder de consultants, bah, de les garder et d'y aller quand même. Après, j'entends, Mm. c'est vrai que toi, tu t'es intéressé pour intuition. Je l'ai en tête. Si on a d'autres personnes intéressées, moi, je démarre dès que c'est possible et j'ai en tête ta demande et je n'oublie pas. Oui, Jean-Pierre. Oui, non, un commentaire à la fois pour rebondir ce que dit Isabelle et par rapport à mon vécu. Moi, je suis content d'avoir commencé par la formation, même si je pouvais avoir l'impression d'avoir sortir déjà d'une formation avec la CDP et j'aurais pu me dire, bon, il faut que je commence à bosser. Bon, certains d'entre nous ont réussi à concilier à la fois formation et activité professionnelle. Je suis vraiment content d'avoir été sensible à ce que tu disais sur la CDP et pendant la CDP à l'importance d'arriver à sortir du tout préparé parce que ça change, je pense, fondamentalement la façon de vivre son boulot. Et je vois déjà dans ma pratique actuelle, bah, il n'y a pas de stress parce qu'il n'y a pas le côté chronophage de la préparation. Donc, du coup, enfin, si c'était à refaire, j'en ferais pareil. D'abord la formation, quitte à reculer ma mise en pratique. D'ailleurs, ma structure n'est pas encore créée. Et ça va venir dès le mois prochain à l'issue de la fin de la formation. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance de l'entretien pour sortir du script. À partir du moment où on a quelque chose qui est préparé, on est contraint par quelque chose qui était mentalisé, où on a anticipé et où on n'est pas forcément prêt à ce qui va venir dans le besoin du client le jour J. Et cet entretien, moi je fais la remarque parce que c'est un de mes gros défauts, mais j'y travaille, je suis trop bavard. Et dans l'entretien, il y a une notion écoute qui est énorme. Plus j'écoute et mieux je pose les questions, plus je suis dans l'attention au consultant. Si je parle trop, et je sais encore je parle trop, je suis dans quelque chose qui est trop mental et pas assez présent. Et ça me faisait venir une remarque d'un de mes précédents chefs d'entreprise à une époque où j'étais commercial, mais dans la fonction commerciale, c'est important d'être à l'écoute du client, comprendre son besoin. Et il me disait toujours, alors c'est en allemand, je vous le dis en allemand pour ceux qui parlent allemand et après je traduis, wer fragt, der führt. C'est-à-dire, celui qui pose les questions, c'est celui qui guide. Parce que le commercial aussi, il aurait tendance à beaucoup tchatcher et ce n'est pas un bon commercial. Le bon commercial, c'est celui qui sait orienter le client avec des questions pour bien comprendre quel est son besoin. Et je pense qu'il y a quelque chose de la même nature, du même ordre, pour être bien à l'écoute du consultant et pas occuper l'espace comme on a souvent un peu trop tendance à le faire et du coup être dans un schéma intérieur. On est là pour l'aider à sortir de son ego et on est nous-mêmes dans notre ego. Oui, complètement. Les entretiens, c'est tout un art, hein. C'est difficile, c'est vraiment très difficile. On reste dans la vigilance de sa posture, on peut chacun reconnaître ses travers, effectivement, et en effet, notre rôle, il est de permettre à la personne de faire émerger ce qui a à faire émerger pour elle. Voilà. Mais lui permettre à elle de comprendre, de voir, de sentir, que ça vienne d'elle le plus possible. Pas simple. C'est il y a toute la partie clarté là-dessus, les entretiens, l'écoute, la reformulation, les questions utiles, etc. Parce que c'est vrai que ça, c'est une partie énorme de notre boulot et c'est pour moi la partie la plus importante en plus, puisqu'elle va conditionner ce qu'il va y avoir derrière. La séance d'hypnose arrivant comme un outil pour servir ce qui a été vu et dit en entretien. Effectivement. Est-ce que vous avez des protocoles chouchou? Parce qu'on vient de dire non.
Parce qu'on peut avoir, voilà, ouais, des protocoles chouchous, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur ou qui est un axe important de notre manière de travailler. Bah, nous, avec les stagiaires, ce qu'on a quand même beaucoup fait, c'est de l'exploration intérieure, hein. C'est-à-dire que nous, je sais pas si on peut dire, parler de protocole, mais nos séances sont vraiment énormément construites là-dessus. C'est l'exploration intérieure. Avant d'aller vouloir, réparer, enfin jeter, voilà, se débarrasser d'eux, hein. Les demandes, de beaucoup de consultants, c'est, «Bonjour, je viens pour me débarrasser d'eux». Alors c'est pas exprimé comme ça, mais ma douleur, mon insomnie, du tabac, voilà, j'en veux pas, je rejette. Et c'est vrai que nous, bah, on va avoir tendance à, avant de mettre à la poubelle, d'aller regarder ce qu'on jette quand même, hein. Et tu nous as beaucoup sensibilisés au dialogue avec les pairs. Moi, j'aime beaucoup ce principe-là. On en a souvent parlé. Et un de ses gros intérêts, je trouve que c'est que la personne dans la séance, guidée par son inconscient va mieux qu'elle, en tout cas dans son conscient, voir ses forces et apprivoiser ses faiblesses ou ses démons, ne plus les voir avec la même peur ou le même rejet, et mieux toucher du doigt les forces qui vont permettre ou même identifier des forces qui n'étaient pas forcément bien conscientisées pour s'en servir comme levier. Tout à fait, exactement. Ça, par exemple, c'est pour ça que je parle de protocole chouchou, parce que c'est vrai que quand même, c'est très rare qu'avec les consultants, j'aille pas voir les parts, même si elles sont pas forcément nommées comme ça, enfin que je propose à lui d'aller voir, ben, ce qui fait un peu obstacle ou blocage à son changement, à son évolution, à ce qu'il veut. Parce qu'une personne qui vient nous voir, elle a forcément une part qui résiste à quelque chose qu'elle veut consciemment. Sinon, on ne serait pas là. Il y a des gens qui arrêtent de fumer tout seuls. S'ils viennent nous voir, c'est parce qu'il y a une part de lui qui fait blocage à un moment. Il y a un côté, une part qui veut arrêter de fumer, mais l'autre non. Et ça va être comme ça pour tout. Donc en fait, d'aller, ça revient de l'exploration, en fait. Effectivement, c'est aller explorer, qu'est-ce qui se passe en moi. Il y a une part qui veut ci, une part qui veut ça. Une partie de moi qui veut ci, une partie de moi qui veut ça. Ma conscience, consciemment, je voudrais cela, mais par contre, mon inconscient, manifestement, veut autre chose pour moi. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va explorer, on va dialoguer, effectivement, on va écouter ce que ça nous dit. Et comme tu le dis très justement, Jean-Pierre, je trouve que ce sont des protocoles qui permettent vraiment de, de travailler un autre lien à nous-mêmes, parce que on va comprendre la fonction, l'utilité des parts qui apparemment nous pourrissent la vie, qu'on a bien envie de rejeter, et on va pouvoir aller comprendre pourquoi elles sont là pour nous, quel rôle elles jouent ou elles ont joué à un moment. Et on va se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est toujours pour notre bien. Même si parfois, nous faire fumer, on se dit pour notre bien. Ah oui, mais c'est peut-être le seul moment où, quand je vais fumer, où je fais une pause, par exemple. Donc, il y a une partie de moi qui veut aussi que je décroche du travail, par exemple, et qui m'incite à faire des pauses. Donc, vous voyez, l'intention, vous voyez, l'intention positive, le bénéfice secondaire, il est celui-là. Il n'y a jamais quelque chose en nous qui est là pour nous pourrir la vie, quoi. L'idée, c'est nous procurer du plaisir, nous protéger. Donc, il y a toujours cette fonction, cette utilité pour notre système. Et ça, eh ben, le consultant, il va pouvoir contacter ça grâce aux séances d'exploration de communication avec les parts. Ce qui va pouvoir amener beaucoup plus de paix et d'harmonie à l'intérieur. Et vont pouvoir naître des habitudes, parce que ça, ce sont des exercices que les personnes peuvent refaire en toute autonomie. Et ça va donner une manière de vivre, en fait, une manière de se traiter soi, oui, une manière aussi de développer, parce que ça va avec l'observation neutre,
Parce que quand on commence à être conscient qu'il y a différentes parts qui s'expriment en nous, ben, on va dans le quotidien les observer. Donc effectivement, ça a cette fonction et aussi l'exploration des parts dans beaucoup de séances avec les consultants. C'est comme ça que les personnes ont des solutions qui leur viennent, une autre manière de voir les choses qui se propose à elles. Et en fait, ça vient d'elles. C'est-à-dire que c'est pas à nous, dans l'entretien, de venir le proposer. Ça vient de la personne et elle peut le contacter en séance. Ça, c'est super parce que du coup, ça donne un sentiment d'autonomie et de puissance intérieure très fort au consultant, ça. Quand il se rend compte il peut avoir ses solutions. Ah, ça m'était jamais apparu comme ça, j'ai une piste, c'est venu de lui. C'est pas nous qui avons amené A. Et moi, j'aime bien, en ce qui me concerne, me dire que mon rôle, il est celui-là. Enfin, c'est celui que j'ai choisi de prendre. Accompagner, soutenir la personne dans sa démarche de recherche de solutions, de recherche de bien-être. Voilà. C'est pas je suis là pour donner des solutions à la personne, pour lui apporter. Non, je l'accompagne à aller elle-même vers ses solutions. Enfin, c'est ce que je souhaite développer. C'est mon objectif. Je dis pas que j'y arrive, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est vrai que je dois dire que ces séances pour aller dans la rencontre avec les parts, la communication avec les parts, bah, c'est très, très souvent que je le propose. Et oui, on a parlé dans clarté, effectivement, Marion, parce que ah oui, c'est Sylvie qui demande. Oui, c'est dans clarté. Parce que c'est la base, enfin, c'est en continuité directe des axes de clarté. Et voilà. On peut le faire. Ça peut se mener de différentes façons. On n'est pas obligé d'appeler ça les parts. Ça peut être simplement, pas quelqu'un. On va parler de douleur. Est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec cette douleur? C'est une autre manière de dire. Est-ce que vous pouvez entrer en contact avec la part qui souffre? Enfin, voilà, on peut aussi le dire comme ça. Moi, j'avoue que c'est quasi systématique maintenant. Donc, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. C'est pas idéal de systématiser les manières de fonctionner. Pourquoi? Parce que ça veut dire que du coup, bah, on systématise. Et moi, ce qui me fait peur là-dedans, ce serait un enfermement dans la manière de pratiquer, vous voyez? Alors que l'idée, c'est toujours de rester ouvert. Donc, ça vraiment le point d'équilibre, là, pour moi, c'est très dur. Parce qu'en même temps, l'expérience m'a montré que quand on est là-dedans, dans ce qu'on vient d'expliquer, dans ce que ça peut apporter, ce dialogue avec les parcs, c'est énorme ce que ça apporte de positif pour la personne. Après, ça arrive toujours en séance. Quand ça arrive en séance, c'est que c'était dans la continuité de ce qui s'est fait dans l'entretien, donc en toute logique. Et je demande toujours à la personne si elle est OK pour aller faire ces protocoles-là. Donc, si elle est d'accord, que ça vient dans la continuité de la séance, eh ben on y va. Après, c'est mené de manière différente à chaque fois. Ça peut passer par des étapes différentes aussi à chaque fois. Et ça se passe jamais de la même manière pour les personnes. C'est voilà, toujours complètement. C'est jamais identique parce qu'en fait, quand je mène ces protocoles-là, je fais parler les consultants pour suivre exactement ce qu'ils vivent. Jean-Pierre? Oui, je voudrais répondre aussi d'une certaine façon à Sylvie. Oui, c'est vu dans la formation et plein d'autres choses. On t'a fait un certain nombre de fois la publicité, je l'assume totalement et je précise bien on est commissionné sur rien, mais Tu pourrais te plaindre d'ailleurs. Ah bon, pas toi? Ah, j'ai mal négocié mon contrat alors. Non, mais ça vaut vraiment le coup. D'abord, parce que tu le mérites, Fanny, et pour ceux qui se posent la question, moi je me suis rendu compte, soit à la fois après d'avoir, je renie pas du tout la formation ACDP,
Je vois, quand je vois des audios, des vidéos YouTube issues d'autres formations, où déjà je suis surpris par la différence d'approche de la CDP. L'intérêt de la formation que tu as faite, c'est qu'elle est très, d'abord, elle est très sérieuse. Tu as fait un travail de recherche énorme, et elle donne une vision très globale de l'approche, de tout ce qui peut se faire en hypnose, tous les paramètres, hein, des solutions principales. Évidemment, ça ne peut sûrement pas être exhaustif. Il y a il y a tant de protocoles. On ne peut pas passer des journées entières sur autant de protocoles, mais tu vas sur des choses importantes, et toujours en remettant le consultant au centre. Parce que je vois plein d'approches, y compris dans la CDP, où finalement c'est un peu nous qui sommes, qui sommes les maîtres. Donc justement, dans la CDP, il n'y avait pas du tout la partie s'adapter. C'est nous qui imaginons, enfin qui essayons de sentir les pistes, mais on propose des pistes, et finalement on ne s'adapte pas assez aux consultants. Et dans la façon dont tu as construit ta formation, on voit à la fois tout ce qui est possible en hypnose, et comment pas louper le centre, le consultant au centre. Je ne sais pas si je formule bien, Marion, tu peux me dire si j'exprime bien, si tu sens ce que je veux exprimer. Non, je pense que c'est assez clair. C'est parce que j'ai la conviction qu'on ne peut accompagner efficacement la personne qu'à cette condition qu'elle soit au centre, en fait. Donc effectivement, c'est construit comme ça parce que j'ai cette posture-là. Et mon but était bien de proposer quelque chose qui soit sur le sujet de l'accompagnement en général, parce que en hypnose, souvent, on est beaucoup concentré sur la technique. Technique. Ah, c'est impressionnant, regardez, rupture de pattern, waouh. Enfin, vous voyez, les trucs technique. Et moi, j'utilise l'hypnose comme un petit outil pour servir l'accompagnement. Et c'est pas l'hypnose, comment dire, au centre. Vous voyez, c'est dans l'autre sens. C'est un outil. Pourquoi? Parce dans ce que j'ai rencontré, moi, j'ai rencontré l'hypnose pour moi d'abord. Et il m'a semblé que par rapport à d'autres démarches que j'avais suivies, vraiment, cet outil-là, il était incroyable pour permettre les explorations intérieures. Et justement, de faire le contact, d'aller apprendre à se connaître vraiment, voir les parts en nous, etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment cet outil-là, parce j'adore, en fait. Enfin, voilà, je trouve ultra efficace, on peut s'en resservir après tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cet aspect technique, on apprend, et en même temps, oui, mettre en état d'hypnose, voilà, les inductions, etc. Bah oui, effectivement, c'est important. Mais il peut manquer cet aspect un peu global, un peu général. Je pense qu'effectivement, beaucoup de formations, et qu'on se concentre sur, tu as raison, la partie technique, parce que c'est par rapport à ce qu'on veut faire, c'est quand même peut-être la première chose à apprendre, mais du coup, passe un peu à côté de tout ce qui permet de bien gérer un entretien, et de la façon dont on l'a pris ensemble. Ça me met en confiance par rapport à des praticiens que je ressens un peu comme, je n'ai pas peur, mais un peu comme concurrents, c'est les psychologues, qui, avec un autre background, qui en savent certainement beaucoup plus long que moi sur qu'on fait des études et qu'on passé des centaines d'heures sur des aspects sur lesquels finalement moi je me sens plus en difficulté, ou en tout cas avec une moindre compétence, parce qu'une façon de travailler différente, qui va être beaucoup plus à l'écoute et qui sait poser les bonnes questions pour emmener aux bons endroits, et avec la pratique de l'intuition renforcée par ensuite la séance, aller aux bons endroits sans avoir besoin d'avoir une tête comme ça de psychiatrie, de psychanalyse. Sans vouloir être dénigrant par rapport à ça, mais plus, plus confiant, en tout cas, dans la façon de pouvoir mener des entretiens. C'est top. Parce qu'en plus, on n'est pas psychologue, vous voyez. Donc, c'est qu'on se dit, voilà, dans notre posture, on voudrait, comme tu dis, Jean-Pierre, avoir
des billes, voilà, savoir. Mais on peut pas non plus dire qu'on est psychologue. On a cette espèce d'appellation d'hypno quelque chose, hypnologue, praticien en hypnose, ça veut dire quoi? Bah, j'utilise la technique de l'hypnose, mais comme ça. Enfin, vous voyez, justement, j'ai mes petits protocoles et puis j'ai quelqu'un qui arrive, 5 minutes, il se présente, puis j'y vais. Enfin, vous voyez le truc? Enfin, ça paraît complètement déconnecté de ce qu'est la personne, de ce qu'elle apporte. Donc après, encore une fois, ça dépend de comment on veut travailler, mais si on veut faire un accompagnement qui soit vraiment en lien avec ce qu'est la personne, ce qu'elle traverse, ce dont elle a besoin, bah effectivement, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de ces entretiens. Sauf que on n'est pas tous formés à l'entretien dans nos formations pour devenir praticien en hypnose. Ça ne fait pas forcément partie des cursus. Il y en a, d'où dans Clarté, beaucoup d'entraînement aux techniques d'entretien et des cours là-dessus, parce que je pense que ça ne peut que nous être utile d'apprendre un petit peu comment on peut se positionner en entretien, comment on peut les mener. Super. Est-ce que vous avez... alors Sylvie, pour les formations, alors, si vous êtes intéressé par les formations, dans le groupe Facebook, vous avez donc la bannière. En dessous, vous savez, il y a fichier, je sais pas ça d'ailleurs, à la une, voilà, en noir, il y a plusieurs petits menus. Et tu as fichier sur la droite. Et dans fichier, vous avez les descriptifs PDF des formations. Mais n'hésitez pas non plus à me solliciter pour un entretien téléphonique. On peut en parler pendant je sais pas, 15, 20 minutes, 30 minutes s'il y a besoin. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez avoir des éléments concrets de réponse, si vous voulez vérifier que la formation s'adresse à vous selon vos besoins, parce que voilà, l'idée c'est que ça corresponde vraiment à vos besoins, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail par exemple, et puis on se cale un rendez-vous téléphonique. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions, des remarques pour finir? Une autre remarque par rapport au protocole, et toujours dans l'idée d'être assez souple et de pas, on peut avoir en tête un protocole des fois. Ben, si on veut bien préparer une séance, malgré tout, on peut avoir, en fonction de l'entretien précédent, réfléchi à un ou à plusieurs protocoles possibles. Là aussi, c'est quelque chose, une chose sur laquelle tu nous formes beaucoup, c'est bien à s'assurer de cadrer avec le client qu'il est OK pour aller sur tel protocole parce que ça va le faire travailler sur ses émotions ou ses croyances, etc. Et il peut ne pas être prêt, donc attention de ne pas lui forcer la main. Et puis même s'il a dit oui, moi je le vois parce que j'ai eu une séance récente où je pensais aller sur un protocole, et puis comme je faisais pas mal parler la consultante sous hypnose, en fait c'est elle qui a fait le protocole. Elle s'est trouvée dans un lieu dans un lieu refuge où il y avait les solutions pour son besoin. Donc finalement, j'ai eu juste à lui poser les questions et demander à son inconscient pourquoi il était là. Et il y a eu un échange. Elle était vraiment en EMC, mais tout est venu. Il n'y avait pas de protocole, quoi. Le protocole, c'était l'inconscient qui le choisissait. Exactement. Merci pour cette précision, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. C'est que, alors c'est dur de relater, parce qu'il y a, du coup, les séances, elles partent dans un sens, dans un autre, la personne a même quelque chose, elle va là, elle repart là, mais quand c'est le consultant qui mène sa séance lui-même, parce que finalement c'est ça, on est vraiment là, on accompagne, il se passe des choses, ben en fait, comme tu le dis Jean-Pierre, la personne finit par faire son protocole elle-même par rapport à ses besoins. Et effectivement, quand vous allez avoir des idées qui vont venir, voilà, vous relisez le dossier d'une personne en 5 minutes, vous avez des idées. Moi, j'avais des feuilles avec les idées où je notais les trucs qui viennent. Peut-être une idée de métaphore, une idée d'action, une idée de... Ok. Mais effectivement, en séance, ça peut changer. Et vous pouvez mélanger plusieurs protocoles. Enfin, voilà. Parce que du coup, quand vous commencez à travailler comme ça devient possible d'accueillir ça et de fonctionner de cette manière. Et comme dit Jean-Pierre, moi, c'est vrai que j'aime bien demander toujours à personne, tiens, ça, par exemple, on peut aller l'explorer en séance. C'est-à-dire que cette part-là qui a
peur que tu échoues dans l'arrêt du tabac, et ben, on peut venir l'explorer. Enfin, tu peux aller l'explorer, etc. C'est OK, oui, oui. Enfin, non, c'était autre chose d'ailleurs, je me rappelle plus. Et arrivé au début de la séance, donc, bah, je t'invite à prendre contact avec la part qui, nana, je sais plus ce que c'était, la part qui s'ennuie, qui a peur de s'ennuyer ou qui, et elle dit: Non, c'est pas ça, c'est la part qui a peur d'échouer». Enfin, celle qui m'a dit en fait, c'est autre chose qui s'est présenté au moment de la séance et on est parti là-dessus. OK, pas de problème. Et à partir du moment où vous n'avez rien préparé de vraiment, où vous êtes ouvert en tout cas, vous pouvez avoir des idées, etc. Mais si on est ouvert, et ben, on va pouvoir accompagner la personne là-dedans. Et ce qui nous fait peur beaucoup, c'est une sensation un peu de vide, hein. Je pense que j'en ai parlé tout à l'heure, mais comment je vais faire? Je ne sais pas. Donc c'est comme une page blanche un peu et on se demande si on va être capable de la remplir, cette page blanche. Est-ce que je vais être là pour la personne? Est-ce que je vais savoir quoi faire? En fait, je pense que cette question-là est là pour beaucoup en toile de fond. Et c'est vrai que c'est en faisant, là pour le coup, on peut travailler sur soi, aller voir, rencontrer sa part qui a peur. Bien sûr, c'est ce qu'on fait pour nos consultants, on peut le faire pour nous-mêmes, ça, bien sûr. Mais je crois quand même que plus on va pratiquer comme ça, oser pratiquer comme ça, bah, plus on va se rendre compte que non, c'est pas du vide, c'est pas de la page blanche. Au contraire, c'est quelque chose qui est ouvert et qui va pouvoir laisser venir plein de choses. Mais ça, je pense, c'est vraiment petit à petit, à force de le pratiquer, comme les stagiaires intuition, hein, qui ont travaillé sur l'improvisation, bah, ils se sont quelque part prouvés à eux-mêmes qu'ils pouvaient très bien fonctionner comme ça. Et pas à pas. D'où cette idée, je me disais, de peut-être proposer des pratiques d'entraînement entre nous dans un contexte sécure pour pouvoir muscler cette idée que la page blanche, en fait, c'est de l'ouverture et de l'accueil de ce qui peut se présenter, et pas forcément du vide, et que oui, on va pouvoir faire face. Mais bon, c'est pas mal du coup, c'est plus facile de se dire ça quand effectivement on a suivi la formation qui nous apprend à le faire, parce que bah, du coup, on a un petit peu quand même des éléments pour nous appuyer dessus. Mais après, toi, Sylvie, ce que tu fais depuis le mois de mai, bah, tu l'as fait toute seule. Donc, voilà. Et tu y es allé, t'as foncé, quoi, c'est super. Oui, 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 je l'ai fait tout de suite après parce que en fait, vous m'aviez tellement motivés tous les 2, je me suis dit: «Si je le fais pas maintenant, en fait, je vais reculer encore et je le ferai pas». Donc après, c'est dommage parce que j'ai eu quasiment pas de clients. Enfin, en mai, j'en ai eu, juin un petit peu, juillet, août, rien du tout. Là, ça reprend que maintenant. C'est un peu dommage, c'est pas, mais ouais, le fait de s'être lancé comme ça tout de suite sans se poser de questions, en fait. Je me suis dit: «Allez, tu vois, je vous l'avais dit, il y en a une demain, c'est bon, allez, je la fais sans rien». Génial. Bon, en fait, on passe à l'acte et après on se dit: «Bah, elle est réussie», en fait, parce qu'il y a un résultat positif. Donc, bah, les freins sont levés et quelque part ça, enfin pour moi en tout cas, ça me donnait une certaine, légitimité parce que, on a toujours, enfin moi j'avais toujours un doute de dire: «Est-ce que je fais les choses comme il faut? Est-ce que, la personne est vraiment en transe?» Je me posais tellement de questions que toutes ces questions pour moi, c'était avant tout des freins en fait. Et Et beh, le fait de la faire comme ça, sans filet, enfin sans filet, oui et non, parce que j'ai quand même des petits fils conducteurs, mais en tout cas, pas passer, 2 heures et demie derrière mon ordi à me taper, heu, enfin, mes métaphores, mes trucs, mon voilà et puis de partir avec mon sac et de me dire: «Il faut tout que je fasse de A à Z». Effectivement, quand, et on a oublié d'imprimer un mot, on bug, il y a plus rien de naturel, quoi. Bah, je veux dire, c'est, une pression incroyable et là, de se dire: «Bon, bah, j'ai mes petits fils conducteurs, les petites choses à dire correctement avec fluidité», comme les phrases effectivement, avec des mots cachés, c'est pas évident quand on prend le prénom, de la personne, tout ça, ça, il faut quand même une préparation, mais très, très légère. C'est très fluide, très fluide. si et Alors Sylvie, encore un grand merci. Oui? et je rebondis juste sur ce que tu dis, que tu as eu peu de pratique. Ça, je ne sais même pas si ça peut faire l'objet d'un atelier parce que ça va aller aussi sur un terrain des croyances, ou en tout cas de la foi en soi. Mais
En tout cas, à la rigueur, pour ceux qui veulent se raccrocher au hasard, c'est un sujet que j'entends, qu'on a évoqué un certain nombre de fois entre nous et que je vois évoquer un peu partout, y compris avec des praticiens qui sont dans d'autres façons de travailler. C'est qu'il y a un moment où on est prêt et les clients, enfin les consultants arrivent quand nous-mêmes on est prêt. Tu vois, il y a une part Ouais. de doute en toi qui te fait remettre en question la façon dont tu travailles. Et si tu mets en place les choses qui te permettent d'être plus sûr de ta pratique, moi, c'est de l'ordre de la foi, hein, mais je suis persuadé Oui, que oui, je suis viendront à d'accord toi avec toi. les consultants qu'il te faut au moment où tu seras prête. Je peux pas là, je vais pas me hasarder à aller sur le terrain de la démonstration de ça, c'est un tout autre sujet, mais en tout cas, il y a des tas de gens qui racontent cette expérience que sont arrivés à eux, soit certains consultants, soit des fois des consultants par rapport à des problématiques, parce qu'il y a dans sa pratique, on peut être plus à l'aise pour traiter certaines problématiques, et avec certaines problématiques, on n'est pas prêt, ou alors même des fois, on est vraiment pointu dans un certain domaine, et vont affluer à nous exactement les consultants dont on a besoin, ceux qu'on est le mieux à même d'aider. Complètement. Est-ce Oui, que oui. tu pourrais, oui, avoir une réunion là-dessus, mais ce serait quoi, Jean-Pierre, le sujet? Wow. Là, je suis. C'est c'est plus de l'ordre de quelque chose, un truc dans lequel je crois beaucoup, c'est la loi de l'attraction, mais là, c'est un peu compliqué enfin, je sais pas s'il y a moyen de trouver des points d'accroche, parce que l'hypnose, ça reste quelque chose qui est assez cadré, et souvent, en fait, des choses qui sont de l'ordre de l'énergie sont pas vraiment intégrées. Je pense que Jung est allé vraiment pointer du doigt exactement ce qui était lié à ça, mais dans un environnement scientifique, je pense qu'il savait complètement hostile à ça, et je crois qu'il a su trouver les mots qu'il fallait et ceux qu'il ne fallait pas utiliser pour pas fâcher tous les gens qui étaient hostiles à l'énergie. Mais malgré tout, c'est des choses qui sont des constantes pour moi de l'univers. Donc, comment arriver à les aborder, je ne sais pas. En tout cas, moi, dans ma pratique, je me rends compte déjà que j'ai deux types de consultants. Ceux qui sont à l'aise et qui connaissent des sujets liés à l'énergie, et je peux m'appuyer dessus dans la pratique pour les guider, et je ne vais pas aller déranger ceux qui ne sont pas dans ce type de croyance. Je pense que même dans la pratique, tout simplement, il faut aussi voir quelles sont les croyances qui sont ressourçantes, je cherche le contraire de limitant, enfin, dans le sens positif. Je ne sais pas, Fanny, tu me souffles le mot. Aidante, Comment? je veux dire aidante ou Oui, voilà, les croyances aidantes. Si quelqu'un a telle religion et que c'est aidant pour lui de rester dans cette religion, je ne vais pas aller le déranger dans sa croyance. Si quelqu'un est à l'aise avec l'énergie qui donne beaucoup de clés, je vais m'appuyer. Enfin, si parler de chakras, c'est à l'aise pour lui, ben, on peut parler des chakras. Si quelqu'un rigole doucement quand on parle de chakras, je vais pas en parler. oui, non, complètement. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, je vois ce que tu veux dire. Après, très clairement, on peut tous faire l'expérimentation dans nos vies, effectivement, ouvert, fermé, dans mon esprit, euh, bah, ça met dans certaines dispositions et ça se ressent dans j'ai des clients, j'en ai pas. Enfin, voilà, effectivement, on peut en faire l'expérience. On aura l'occasion d'en reparler sans doute. On va se quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait en sorte de nous retrouver ici. Je ne sais pas comment on fera pour la prochaine réunion. J'espère régler ce problème d'ici là. On verra ça. Merci pour votre présence. À bientôt. Merci. Merci, au revoir, bonne journée.